On commence. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Fethi Tayouch, franchise manager au sein des laboratoires Macfarm. Bienvenue. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui à ce webinaire organisé par le laboratoire Macfarm. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Drali, chef d'unité de consultation du service de pédiatrie du CHU Hussein Dey, ex-Parnay, qui va partager avec nous son expertise dans les bienfaits de la vitamine D et notamment son rôle dans l'infection respiratoire. Vous pouvez poster vos questions via l'onglet questions-réponses situé en bas à droite de votre écran, auxquelles nous répondrons en fin de session. L'enregistrement de ce webinaire sera partagé à la demande dès qu'il sera possible. Sans plus tarder, je cède la parole à professeur Drali. Professeur. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les laboratoires Macfarm de nous avoir donné l'occasion de se réunir virtuellement. Très important, en l'occurrence, le rôle de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires. Et je vous remercie d'avance pour le temps que vous nous accordez à assister à cet événement scientifique. Comme vient de le dire le représentant du laboratoire, n'hésitez pas au fur et à mesure à poster vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous aurez aussi mon mail et vous pouvez m'envoyer par mail vos questions, même d'une manière différée. Le temps de... Alors, partage d'écran, on va voir tout de suite. Alors. Excusez-moi, la présentation s'est ouverte à l'envers. C'est pas grave. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation. Avant de parler du rôle de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires, il faut replacer les choses dans leur contexte. Pourquoi cet engouement pour savoir que les connaissances sur la vitamine D étaient découvertes pour la première fois en 1919 par Mellanby, qui a isolé une substance qu'il a dénommée substance dépositrice de calcium. Elle n'était pas encore connue comme vitamine D. Ce n'est que bien plus tard par Windows où son équipe a essayé et a réussi à synthétiser cette vitamine d'une manière industrielle. Et Woodward, en 1952, a eu le prix Nobel de médecine grâce à l'isolement de cette substance dans l'organisme. Vous voyez aussi au niveau de la slide le nombre important de publications sur la vitamine D qui ne cesse d'augmenter ces 20 dernières années. Pourquoi cet engouement? Parce qu'on a découvert de nouvelles vertus de la vitamine D. Les connaissances et les méthodes de diagnostic ont évolué et donc on a pu mettre en évidence de nouvelles données concernant cette vitamine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu après 1952 jusqu'à 1980 une accalmie vis-à-vis des connaissances sur la vitamine D. Mais à partir des années 80, il y a eu un boom. Pourquoi? Il y a eu la découverte du récepteur de la vitamine D appelé vitamine D récepteur, qui a été identifié pas seulement sur le tissu au niveau du métabolisme phosphocalcique, mais qui a été identifié sur toutes les cellules de l'organisme. Et de là, les équipes de chercheurs se sont intéressées à cette particularité que a la vitamine D. Et ils ont démontré à partir des années 2000 que
Ce couple vitamine D et récepteur était à l'origine de l'expression de nombreux gènes dans l'organisme. Donc, elle est passée de statut de vitamine à un statut de pro-hormone. Et en 2010, la première carte à l'échelle du génome de l'activité de la vitamine D a été publiée dans plusieurs revues. Donc, c'est légitime de se poser la question, est-ce toujours une vitamine ou a-t-elle les vertus d'une hormone? On rappelle que qu'est-ce que c'est qu'une vitamine? C'est une substance qui est nécessaire à l'organisme, mais qui n'est pas synthétisée par l'organisme. Alors que la vitamine D ne répond pas en aucun cas à cette définition. Pourquoi? Parce que 90% de la vitamine D est synthétisée par l'organisme lui-même à partir d'une synthèse cutanée. Les vitamines, en général, ont un rôle d'antioxydant ou de cofacteur au niveau de l'organisme. Alors qu'on vient de le voir, la vitamine D a des vertus plus nobles et plus importantes qu'une simple vitamine, en l'occurrence son activité et son intervention au niveau du génome carrément. Un petit rappel sur le métabolisme de la vitamine D parce que c'est très très important de savoir que la vitamine D dans sa forme ingérée, que ce soit par l'alimentation ou par les préparations médicales ou synthétisée par la peau, n'est présente dans l'organisme que dans sa forme inactive. Pour qu'elle joue son rôle dans l'organisme, il faudrait qu'elle soit hydroxylée, transformée à deux niveaux. La première hydroxylation au niveau hépatique, où elle va subir une première hydroxylation au niveau 25. Elle passera au niveau du rein quand l'organisme a besoin de calcium pour subir une deuxième hydroxylation au niveau, en première position de son carbone. Donc, cette vitamine, il faut savoir que cette double hydroxylation est nécessaire pour être à l'origine de plusieurs effets dans l'organisme. La forme de stockage de la vitamine D, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas la forme active, c'est plutôt la forme qui est hydroxylée au niveau 25. Et contrairement aussi à ce qu'on pourrait croire comme toutes les autres vitamines, cette vitamine n'est pas stockée au niveau du foie, mais principalement au niveau du tissu adipeux. Il faut connaître aussi quelles sont les valeurs de référence de la vitamine D. Avant de connaître les valeurs de référence, il faut savoir que la forme de stockage et la forme qui reflète le pool de vitamine D dans l'organisme. Ce n'est pas en dosant la forme active qui a une durée de vie très courte, éphémère de quelques heures. L'organisme, qu'est-ce qu'il fait? Il hydroxyle la vitamine D, il la stocke au niveau du foie et après ce qui se passe, l'organisme, quand il aura besoin de calcium, il va appeler à la libération de la vitamine D et sa deuxième hydroxylation au niveau rénal. Elle va jouer son rôle dans l'organisme, que ce soit dans le métabolisme phosphocalcique ou dans les autres organes de l'organisme. On va voir plus tard dans la présentation. Et elle aura une durée de vie de 4 à 6 heures et elle sera métabolisée au niveau des selles et au niveau des urines. Dès le moment qu'on a isolé cette 25-OHD, dès le moment qu'on a pu doser cette 25-OHD, on a pu mettre en exergue des valeurs de référence de cette vitamine D. Et vous avez sous les yeux les différentes stadifications de la 25-OHD. À savoir, quand on a un taux de la vitamine D inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, ça correspond à une carence en vitamine D. Et à ce stade, on va avoir des signes cliniques principalement musculo-squelettiques. Entre 10 et 20, on parle de déficit en vitamine D. Entre 20 et 30, on parle d'insuffisance en vitamine D. Pour avoir un taux optimal en vitamine D,
il faut viser un taux supérieur à 30 nanogrammes par millilitre. Quand on a eu la possibilité de doser la vitamine D dans le monde, tous les chercheurs se sont précipités à évaluer le statut de vitamine D de leur population, qu'elle soit adulte ou pédiatrique. Et la grande surprise, on a retrouvé une forte prévalence de l'hypovitamine D dans le monde, dans différents pays, qu'ils soient ensoleillés ou pas. Vous voyez, ça part du tiers de la population jusqu'à pratiquement 90% de la population. On arrive à l'action de la vitamine D au niveau cellulaire. C'est très, très important de s'arrêter sur cette slide pour comprendre la suite de la conférence parce que de là découlent les effets extrasquelettiques attribués à la vitamine D. Cette nouvelle donnée, ce mécanisme d'action cellulaire est nouveau. C'est parmi les nouvelles données qui concernent la vitamine D depuis 20 ans. Quand elle se présente au niveau cellulaire, elle peut, quand la vitamine D se présente avec une forme biochimique appelée CIS, C-I-S, elle va se présenter à un type de récepteur de la vitamine D qui existe au niveau de la membrane cellulaire. Ce couple vitamine D récepteur va modifier la perméabilité de la cellule et on aura une entrée rapide de calcium dans la cellule. C'est ce qu'on appelle les actions non génomiques de la vitamine D. C'est-à-dire quand l'organisme a un besoin urgent en calcium, il fait présenter une vitamine D avec une forme 6 au niveau de la membrane pour qu'elle reconnaisse le récepteur membranaire. Quand la vitamine D va prendre une autre conformation spatiale, à savoir, on appelle trans, T-R-A-N-S, elle ne va pas, mais plutôt va se fixer sur un récepteur au niveau nucléaire. Et ce couple vitamine D récepteur nucléaire sera à l'origine d'actions dites génomiques. C'est des actions retardées. Et regardez, vous avez cette vitamine D qui est transportée dans le sang grâce à une protéine appelée vitamine, donc D-bending protéine, voilà le couple vitamine D VDR qui va au niveau de l'ADN cellulaire, regardez bien, se coller à une zone spécifique à la vitamine D, et cette notion est nouvelle aussi, sur des endroits appelés vitamine D, quand il est à l'origine de ce qu'on appelle les effets retardés de la vitamine D et les effets extrasquelettiques de la vitamine D, qu'ils soient endocriniens ou autocriniens. Regardez très bien, on vous dit que là, elle va être à l'origine, bien sûr, comme la vitamine D avec son récepteur membranaire, elle était à l'origine d'une absorption rapide du calcium. Les effets retardés auront aussi une absorption secondaire du calcium et du phosphore, mais d'une manière différée. Les autres actions qui ont été mises
dernières années sont ces actions regardées sur les cellules musculaires, au niveau du côlon, au niveau de la prostate, dans tout le système immunitaire, dans toutes les cellules de l'organisme. Donc, on arrive à cette traduction clinique de ces effets au niveau membranaire et nucléaire du couple vitamine D et récepteur. On connaît, et vous connaissez sans doute tous, le rôle le mieux connu et le plus ancien de la vitamine D dans l'organisme, à savoir le maintien de l'homéostasie phosphocalcique. Et quand on a une hypovitaminose D, les premiers signes qui vont se voir sont des troubles de l'homéostasie phosphocalcique. Que ce soit chez l'enfant, le tableau, quand il est complet, va réaliser ce qu'on appelle le rachitisme carentiel, avec les déformations des membres inférieurs en génuvarum ou en génuvalcum. Vous avez ce qu'on appelle le chapelet costal et les nodosités ou norures au niveau des poignets et des chevilles. Chez l'adulte, ça réalise le tableau d'ostéomalacie. Ce qui est nouveau, et on l'a expliqué sur le plan physiologique et anatomique, les effets extrasquelettiques, dits effets non classiques de la vitamine D. Il faut être prudent et toute raison gardée, savoir que les recherches ont explosé ces dernières années et on a commencé à observer des effets de la vitamine D sur certaines pathologies chroniques, sur certains organismes. Et donc, on a commencé par réaliser des études, ce qu'on appelle observationnelles. Donc, il y a des études qui ont retrouvé un lien entre la vitamine, entre l'hypovitaminose D et la survenue de la tuberculose, les infections respiratoires neurologiques chroniques et les cancers. Mais je reviens à ce que je viens de dire, que ça a commencé par des études observationnelles. Qui dit études observationnelles dit études de faible preuve. Une étude observationnelle doit toujours être complétée par des études interventionnelles. Des études interventionnelles, c'est des essais cliniques randomisés en double aveugle, c'est-à-dire on donne à une certaine population de la vitamine D et à un autre groupe, on donne pas de la vitamine D et on va voir la survenue ou l'effet protecteur de cette population par rapport à l'autre. Et en conclusion, avant de parler sur les infections respiratoires proprement dites, il faut savoir qu'il y a certaines pathologies où l'effet de la vitamine D a été prouvé par des études interventionnelles et des études observationnelles. Il y a d'autres, il faut rester prudent, ça n'a pas encore été validé, c'est en cours de validation. Peut-être que dans 2 ans ou plus, on reviendra vous voir en disant, voilà, là, c'est prouvé ou là, ce n'est plus prouvé. Donc, je vous disais que jusqu'à maintenant, l'effet extrasquelettique le plus étudié dans le monde, c'est les effets sur le système immunitaire, sur le système immunitaire et sur son rôle au niveau des infections respiratoires. Mais avant de passer à ça, je voulais vous montrer, vous avez sous les yeux le résumé de toutes les études qui ont été faites sur la vitamine D. Je n'ai repris, vous voyez sous les yeux, que les méta-analyses, les revues systématiques de la littérature, c'est-à-dire des études de fort poids, de fort indice de preuve. Et vous savez que ces études ont été réalisées dans le cadre soit dans le cadre des cancers, soit dans le cadre des infections ou des pathologies cardiovasculaires ou neurologiques. Mais ce n'est pas l'objet de notre conférence d'aujourd'hui.
Vous pouvez vous renseigner au niveau de la littérature scientifique sur ces différentes études. On arrive à notre sujet de discussion d'aujourd'hui. Quel est le rôle de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires? Il faut savoir que le rôle de la vitamine D a été démontré ces dernières années au niveau du système immunitaire. Elle est actuellement considérée comme un régulateur physiologique de la prolifération, de la différenciation de nombreux types cellulaires et son rôle de modulation des différentes cascades immunitaires. Regardez à droite sur la slide, le rôle, on reprend la modulation de la vitamine D, là vous avez sa présentation, et regardez, elle initie une réaction immunitaire, elle stoppe d'autres réactions immunitaires. On descend un peu plus bas, regardez, elle est là pour réguler ce qu'on appelle les cellules, les lymphocytes T-reg, c'est les lymphocytes T-régulatrices. Vous regardez qu'elle est là pour stimuler ces cellules régulatrices des chaînes immunitaires, son rôle aussi de freination de plusieurs cascades immunitaires. Regardez sur le côté gauche de la slide le détail du rôle de la vitamine D sur le système immunitaire. Regardez, premièrement, au niveau de l'immunité non spécifique innée, regardez, elle augmente la fonction de la barrière immunologique. Vous savez très bien que notre première défense, c'est une réaction primaire de barrière physique de tout agent étranger à notre corps. Donc, elle augmente cette réaction. Elle augmente, regardez le chimiotactisme des cellules appelées macrophages ou monocytes, qui sont les premières cellules à rentrer en contact après la barrière physique avec les éléments étrangers, que ce soit viral ou bactérien. Regardez aussi, elles réduisent la perméabilité des cellules, donc pour maintenir ces agents infectieux à l'extérieur du corps. Elle réduit l'inflammation et bien sûr, elle va induire la synthèse des peptides antimicrobiens. Donc, en résumé, vous le voyez, elle a un rôle de prolifération de cellules. Elle stimule la prolifération. Elle stimule la différenciation. Elle est là pour moduler les réactions immunitaires. Quel est son rôle au niveau des infections, au niveau de la prévention des infections respiratoires? Bien sûr, son rôle, qu'on vient de dire sur l'immunité, est primordial pour prévenir tout type d'infection, pas que les infections respiratoires. Mais son rôle au niveau de l'appareil respiratoire a été bien étudié. Et vous voyez qu'elle a un rôle antiviral au niveau des infections respiratoires. Comment? Pourquoi? Pour toutes ces raisons qu'on vient de détailler, qui sont résumées ici sur cette slide. Vous voyez qu'elle augmente le recrutement des cellules immunitaires au niveau du site de l'infection. Elle est à l'origine de l'appel des cellules T spécifiques, dites cellules cytotoxiques CD8. Elles induisent aussi la destruction de l'enveloppe lipidique de plusieurs virus. Et vous voyez aussi qu'elle a un rôle aussi au niveau des cellules CD4 lymphocytaires. Donc, après avoir vu l'aspect physiologique, comment la vitamine D, influencer sur le système immunitaire et booster ce système immunitaire. À la lumière de ces
de ces données, plusieurs études ont vu le jour et comme je vous l'ai expliqué au début de la conférence, plusieurs études éparses. Chacun a essayé de faire une étude dans son service. Il y a ceux qui se sont regroupés. Là, on a choisi de reprendre la littérature, mais de ne vous exposer que des revues de méta-analyse, des études qui comprennent des essais randomisés et avec un important échantillonnage pour voir est-ce que le rôle de la vitamine D a été prouvé dans la prévention des infections respiratoires ou pas. Et bien sûr, nous, on est un pays qui s'allie aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui elle-même, pour donner un message clair à tous les pays du monde sur l'utilisation ou non de la vitamine D dans les pathologies hors que musculo-squelettiques, a réalisé une méta-analyse de toute la revue scientifique. La première a été faite en 2017 et récemment, ils ont révisé leurs conclusions en mettant à jour toutes les études qui ont vu le jour entre 2017 et début 2021. Donc, il y a eu, on va voir ensemble, 3 principales grandes études. L'étude Bregman, elle avait comme objectif d'évaluer la vitamine D de la population étudiée et de voir l'incidence des infections des voies respiratoires dans cette population en réalisant des essais randomisés, à savoir un groupe où on a mis ceux qui présentaient l'hypovitaminose D dans un groupe, d'autres qui avaient un bon statut en vitamine D, on les a suivis et on a noté est-ce qu'ils avaient présenté plus qu'un groupe par rapport à un autre, plus d'infections respiratoires. Bien sûr, ils ont exclu toutes les tuberculoses et les infections fongiques. Donc, regardez, il y a eu 11 essais randomisés avec une importante taille échantillonnale qui dépassait les 500 individus. Regardez les résultats. Ces 11 essais randomisés avaient conclu à ce que la supplémentation en vitamine D diminuait de manière significative le risque d'infection des voies respiratoires. Bien sûr, quand on dose la vitamine D chez un individu et on trouve qu'il est en situation de carence ou de déficit, on n'a pas le droit de ne pas le traiter et corriger son hypovitaminose D. Et donc, à ce moment-là, ils ont noté que ceux qui ont été supplémentés n'ont pas eu plus d'infections des voies respiratoires par rapport à ceux qui n'ont pas été supplémentés. Deuxième conclusion, ils avaient retrouvé que l'effet protecteur de la vitamine D était plus élevé dans les études qui avaient utilisé une dose unique quotidienne par rapport à celles qui utilisent de fortes doses de vitamine D administrées d'une manière trimestrielle. La deuxième étude, c'était l'étude Charan. Cette étude avait aussi évalué l'effet de la supplémentation en vitamine D sur la prévention des infections des voies respiratoires. Elle a regroupé 5 essais cliniques et les résultats avaient conclu à la diminution des épisodes d'infection des voies respiratoires qui étaient significativement plus faibles chez le groupe qui était supplémenté par rapport à ceux qui n'étaient pas supplémentés. L'étude de Martineau.
il faut savoir que Martineau est un médecin français qui s'intéresse beaucoup, qui a écrit beaucoup sur la vitamine D. Il a revu 25 essais contrôlés randomisés dans la littérature qui avaient englobé, regardez bien, plus de 10 000 participants. Et l'objectif de ces études était d'évaluer l'effet de la supplémentation en vitamine D sur les infections des voies aériennes, de la supplémentation en vitamine D sur la diminution du risque et bien sûr l'effet protecteur était observé chez ceux qui recevaient des doses quotidiennes par rapport à ceux qui qui recevaient des doses en bolus. Donc on a en tout et pour tout deux grandes études qui avaient regroupé l'une 25 essais et la première, vous regardez 11 essais, et qui avait conclu aux mêmes conclusions. La dernière étude, c'était des essais de supplémentation en vitamine D à différentes doses et différentes fréquences, comparativement à un groupe témoin. Cette étude voulait connaître quelle était la bonne dose de vitamine D à donner et à quel rythme, et est-ce qu'on donne une dose quotidienne ou une dose en bolus. Elle a regroupé 4 essais et elle a inclus plus de 3000 individus. Mais elle s'est intéressée seulement à la survenue de pneumonie ou pas. Il faut savoir que dans les infections respiratoires, il y a les infections respiratoires hautes et basses. Et ces 4 essais n'avaient pas retrouvé de différence significative entre ceux qui étaient supplémentés, peu importe la dose de vitamine D, par rapport à ceux qui n'étaient pas supplémentés. Je tenais à vous exposer cette parce qu'elle a inclus 4 essais et qu'il y avait quand même 3000 individus, mais il faut rester prudent, elle a intéressé que la pneumonie. Donc, à la lumière de ces 4 grandes revues de la littérature, chacun à différentes années, depuis 2017 jusqu'à 2021, avait essayé de faire un résumé de la littérature. Et donc, ils ont vu que les essais randomisés. Et l'OMS a regroupé tout ce beau monde qui s'est intéressé à la supplémentation en vitamine D et son rôle dans la prévention des infections respiratoires. Et elle a émis ses conclusions. Les 3, on a exposé 4 revues de la littérature. 3 des revues montraient de façon constante un bénéfice de la supplémentation en vitamine D pour la prévention des infections des voies respiratoires. 2 d'entre elles avaient indiqué l'effet protecteur qui s'observait uniquement lorsqu'on utilisait une dose quotidienne par rapport à une dose de charge. En conclusion, l'OMS a conclu que ces différentes revues de la littérature avaient une hétérogénéité dans la méthodologie et dans le régime de supplémentation en vitamine D. Il y avait aussi une hétérogénéité dans les caractéristiques des participants, l'IMC des participants, ainsi que le niveau de la vitamine D des participants. Donc, elles sont difficilement comparables et généralisables. C'est pour ça l'OMS conclut à ce que la supplémentation en vitamine D pour prévenir les infections des voies respiratoires n'est pas une intervention systématique, c'est-à-dire à l'heure actuelle, en début de 2021.
elle n'a pas tranché de manière catégorique en direction de tous les pays du monde en disant dorénavant, systématiquement, il faut supplémenter les adultes et les enfants durant la période autonome hivernale en vitamine D. Mais elle avait laissé le champ libre et ouvert avec d'autres conclusions en disant que pour qu'une telle intervention, c'est-à-dire une telle supplémentation en vitamine D soit efficace, elle doit être délivrée en continu avant que l'infection des voies respiratoires ne commence. C'est-à-dire, pour les pays qui peuvent se le permettre, il faut instaurer un schéma de prévention bien avant le début de la saison automno-hivernale et qu'il faut qu'elle soit délivrée en continu, c'est-à-dire en dose journalière à la lumière des résultats des méta-analyses qu'on vient de vous exposer. Elle conclut aussi en disant qu'il serait intéressant que les études à venir puissent évaluer l'efficacité de différents schémas posologiques sur les infections des voies respiratoires. Par exemple, pour rendre les choses plus réalistes, c'est-à-dire l'OMS a conseillé les différents pays du monde, pour ceux qui peuvent se le permettre, de faire des études pour qu'elles puissent trancher, elles, dans les années sur l'utilisation systématique contre les infections respiratoires. Elle dit, dose de charge, elle est moins physiologique, mais elle offre la possibilité d'une bonne observance. La dose journalière, elle est plus physiologique, mais soyons lucides, l'observance de cette pratique n'est pas très, très importante. Donc, on perdra rapidement le bénéfice de supplémenter les enfants et les adultes de manière systématique. Donc, elle conseille la réalisation d'autres études en essayant d'administrer, en réalisant des essais randomisés avec 2 groupes. L'un va recevoir des doses hebdomadaires, pas dose trimestrielle, pas de dose journalière en vitamine D, et voir est-ce qu'une dose hebdomadaire peut prévenir l'apparition des infections respiratoires en période automno-hivernale pour qu'elle puisse trancher à 100% et généraliser cette pratique. Ce que je viens de vous exposer, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. On s'intéresse à d'autres réseaux scientifiques et à d'autres instances médicales, comme j'ai choisi celle du Royaume-Uni, qui en 2019 aussi a fait une revue de la littérature et a regroupé 25 essais randomisés qui se sont déroulés en double aveugle en utilisant un groupe qui allait recevoir une supplémentation de la vitamine D et un autre groupe. Ces essais randomisés ont concerné plus de 11 000 participants. L'objectif était d'évaluer l'efficacité d'une supplémentation en vitamine D dans la prévention des infections respiratoires aiguës. Qu'est-ce qu'ils ont retrouvé ces essais? Qu'est-ce qu'elles ont retrouvé ces essais? Un essai randomisé, qu'est-ce qu'ils ont retrouvé? Ils ont retrouvé que la supplémentation en vitamine D était associée à un risque moindre d'infection respiratoire. L'analyse en sous-groupe montre que cette diminution du risque est observée chez les sujets qui recevaient une supplémentation quotidienne ou hebdomadaire en vitamine D, mais non ceux
qui recevaient une dose mensuelle ou trimestrielle. Donc, c'est l'étude de la National Institute for Health Research en 2019, avait confirmé les premières conclusions des études qui se sont déroulées avant 2017 et que aussi est le point de vue de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir que il y a un risque qui est diminué quand le sujet a un bon statut en vitamine D. Il fera moins d'infections respiratoires. Mais par rapport à ceux qui prennent une dose de charge, à ceux qui prennent une dose quotidienne ou hebdomadaire, c'est ceux qui prennent une dose hebdomadaire qui sont plus protégés par rapport à ceux qui ne présentent pas de dose, qui prennent une dose de charge. Il faut toujours parler du bon côté des études, mais des limites aussi de ces études. Toujours, il y a cette histoire de limites méthodologiques. C'est très, très, très rare de retrouver des études dans le monde, dans différents pays, qui ont utilisé la même méthode de dosage de la vitamine D, la même population, le même âge, le même BMI, le même sexe, les mêmes saisons de prélèvement, l'origine ethnique. Donc, la comparaison est un peu délicate. Toutefois, les conclusions peuvent être faites en utilisant des tests statistiques appelés régression statistique qui peuvent éliminer ou limiter les biais de ces éléments et d'éliminer les éléments confondants. Donc, en résumé, il y a des études observationnelles, il y a de plus en plus des études interventionnelles. Le rôle de la vitamine D dans la prévention des infections respiratoires est de plus en plus confirmé par des études cliniques randomisées par différents pays. Le chemin se dessine de plus en plus. L'OMS est restée prudente et nous, on est un pays qui suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. On a le temps de voir venir les choses, mais ça n'empêche que l'OMS a conclu qu'elle ne pouvait pas généraliser son message parce que la faisabilité restait à balayer. Et l'étude des Anglais avait prouvé ce que pensait l'OMS sur la possibilité d'utiliser une dose hebdomadaire pour bénéficier de cet effet protecteur de la vitamine D vis-à-vis des infections respiratoires. On ne pouvait pas parler du rôle de la vitamine D dans les infections respiratoires sans parler de la COVID-19 et cette pandémie qui touche le monde entier depuis maintenant bientôt une année. Et plusieurs études, et je pense que vous avez eu l'occasion de lire ces études ou d'entendre certains scientifiques parler de l'effet de la vitamine D sur la protection vis-à-vis de l'infection COVID-19 ou la protection contre les formes sévères. On va voir dans les détails tout de suite le rôle de cette vitamine dans l'infection COVID-19. En résumé, la vitamine D, elle a le rôle, comme on vous l'a expliqué au départ, pas spécialement contre l'infection COVID-19, qui est une infection virale, c'est son rôle vis-à-vis du processus immunomodulateur, vis-à-vis de
les agressions virales ou bactériennes que peut subir l'organisme. Donc, elle n'a pas un rôle spécifique vis-à-vis de l'infection COVID-19. Son rôle s'inscrit au même rôle qu'on a expliqué auparavant, dès le départ, sur son rôle sur le système immunitaire et comment elle pouvait protéger l'organisme contre les infections respiratoires. On va voir dans le détail. Il y a des études qui ont montré que un niveau optimal en vitamine D dans l'organisme pourrait protéger les patients contre les complications graves de l'infection Covid. Je dis bien contre les complications graves. Elle ne protège pas contre l'infection Covid-19, c'est-à-dire ce n'est pas le traitement miracle en absence d'autres thérapeutiques, on va dire non, non, la vitamine D, c'est celle qui va traiter l'infection COVID-19. Non, loin de là. Elle pourrait, ceux qui avaient un taux optimal en vitamine D, présenter moins de complications sévères contre l'infection COVID-19. Plusieurs travaux avaient noté une forte corrélation entre des niveaux de vitamine D et la tempête de cytokines observée chez les patients atteints de formes sévères de COVID-19. C'est-à-dire que ceux qui présentaient les formes sévères de COVID-19 avaient des taux très faibles de vitamine D. Il a été démontré, on l'a vu dès le départ, que la vitamine D modulait la réponse des macrophages, empêchait la libération de cytokines inflammatoires. Et on connaît maintenant de mieux en mieux que l'infection Covid déclenche une tempête cytokinique et une cascade de sécrétion de cytokines qui conduit à des complications très sévères et parfois létales. Et sa gravité tient, outre la virulence virale, à la libération de ces cytokines pro-inflammatoires. Donc, en résumé, toutes les études que vous avez vues, qui ont vu le jour récemment depuis l'avènement de cette pandémie, ont conclu à ce que la vitamine D pourrait constituer une arme thérapeutique adjuvante contre l'infection COVID. Bien sûr, je le rappelle, c'était des études observationnelles. Il y a des études randomisées en double aveugle qui sont en train d'être finalisées et donc on aura prochainement des conclusions. Mais je réitère mon message en disant que la vitamine D, ce n'est pas le traitement miracle du COVID-19. Ça peut être une arme adjuvante au même titre que la vitamine C et le zinc qui ont été utilisés pour booster l'immunité. Et donc, on pourrait utiliser la vitamine D pour son effet immunomodulateur et pour booster l'immunité. Vous avez sous les yeux le résumé d'une autre étude qui a essayé de voir la relation entre le taux moyen de la vitamine D par rapport au cas de COVID-19 et la mortalité secondaire au COVID-19. Et vous regardez que plusieurs pays avaient retrouvé que ceux qui avaient une mortalité plus importante, c'était ceux qui avaient un niveau de vitamine D. Là, vous regardez, c'est le niveau de vitamine D et là, c'est le taux de létalité. Donc, plus le taux est augmenté de vitamine D, plus il y a moins de létalité. Excusez-moi, j'essaye de passer à la slide suivante. Alors, pourquoi ça ne passe pas? Alors, je vais voir. Non, ça ne passe pas toujours. Non. Très bien.
Là. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Non, il n'y a rien. Étudier le niveau moyen de la vitamine D et la mortalité secondaire à l'infection COVID-19, l'Académie nationale de médecine américaine avait recommandé de doser le taux de la vitamine D chez les personnes âgées de plus de 60 ans atteintes de COVID-19, d'administrer de la vitamine D en cas de carence. Je vous rappelle que la carence est définie par un taux inférieur à 10 nanogrammes par millilitre, en donnant une dose de charge de 50 000 à 100 000 unités qui pourrait limiter les complications respiratoires. Elle a aussi préconisé d'apporter une supplémentation en vitamine D journalière chez les personnes âgées de moins de 60 ans dès la confirmation du diagnostic de COVID-19. Ça, c'est les recommandations, je le rappelle, de l'Académie nationale de médecine américaine. Elle s'adresse pour les sujets plus de 60 ans et moins de 60 ans. Vous avez sous les yeux, pour ceux de plus de 60 ans, il faut doser la vitamine D. Il faut donner une dose de charge pour ceux inférieurs à 60 ans pour limiter les formes sévères. Dès la confirmation du diagnostic, administrer des doses journalières de vitamine D. Alors, avant de finir, je tenais à réitérer mon message sur la synthèse de la vitamine D. Il faut non seulement examiner votre patient, mais quand vous arrivez à la prise en charge, n'oubliez pas que l'hypovitaminose D relève d'une prise en charge non pharmacologique et une prise en charge pharmacologique. La prise en charge pharmacologique, c'est encourager l'exposition au soleil. Je vous rappelle que l'exposition au soleil est à l'origine de plus de 80% de la synthèse de la vitamine D. Il faut aussi dire à vos patients qu'ils doivent avoir une alimentation riche et équilibrée en vitamine D. Et quand on ne peut pas, par ces méthodes, optimiser le statut en vitamine D de l'individu, il faut passer au traitement pharmacologique. Il faut savoir que le traitement pharmacologique, ce n'est pas l'objet de notre conférence, mais je tenais, avant de finir cette présentation, vous parler du traitement. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que je veux prévenir l'hypovitaminose D? Et là, c'est un schéma spécifique. Ou j'ai une hypovitaminose D avérée, et là, c'est un traitement curatif de l'hypovitaminose D, pour pouvoir passer au traitement préventif de l'hypovitaminose D. Je vous ai mis juste un résumé de la prise en charge en vous disant, à l'heure actuelle où il n'y a pas de consensus mondial de la prise en charge, qu'elle soit curative ou préventive, de l'hypovitaminose D, qu'elle soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Par contre, il y a un comité d'experts internationaux qui se réunit chaque 2 ans, à chaque fois ils changent de pays, et qui se retrouvent pendant 5 jours, qui reprennent toute la littérature scientifique et qui mettent à jour des recommandations de prise en charge de l'hypovitaminose D. Et ce comité d'experts distingue entre 2 catégories de personnes. Ceux où il faut traiter, supplémenter sans dosage préalable, et une population où il faut faire attention. Avant toute supplémentation ou avant tout traitement, il faut doser la vitamine D. Sur ça, j'ai ouvert une parenthèse, je la referme.
parce que ce n'est pas l'objet de notre présentation, mais je tenais à passer ces messages parce que je trouve que c'est très, très important parce qu'on a vu sur la pratique quotidienne que parfois, on supplémente à tort et à travers avec la vitamine D, alors qu'on oublie de prendre en charge l'aspect non pharmacologique en conseillant l'exposition au soleil et l'alimentation qui doit être riche en vitamine D. Et parfois, c'est l'effet inverse. On a un dosage de la vitamine D qui est en carence et on dit à la maman, donnez-lui des produits laitiers. Alors, l'alimentation est à l'origine que de 10% de la vitamine D. Donc, en conclusion, il faut savoir que aujourd'hui, actuellement, la 25-hydroxycholécalciférol est le marqueur biologique par excellence dont le dosage permet d'évaluer le statut de la vitamine D. Le dépistage et le traitement d'un déficit en vitamine D constitue un enjeu de santé publique. Pourquoi? Parce que vous avez vu que l'hypovitaminose D est un problème qui touche tous les pays du monde. Un tiers, voire 75% de la population mondiale est atteinte de cette hypovitaminose D. Et la véritable prévention primaire des infections respiratoires, c'est optimisation du statut de la vitamine D. C'est parmi les axes de prévention des infections respiratoires. Bien sûr, en plus, si je parle de la population pédiatrique, le respect du calendrier vaccinal national, la vaccination ciblée de certaines catégories d'enfants, chez les adultes aussi, c'est la prévention primaire, secondaire et tertiaire, mais parmi les axes de prévention, maintenant, on trouve de plus en plus dans la littérature scientifique le rôle primordial de la vitamine D. Voilà, donc j'arrive à la fin de ma présentation. J'espère qu'elle a été claire. J'espère qu'elle a répondu à un certain questionnement que vous vous posez dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si le temps ne nous prête pas cette fois-ci à répondre à toutes les questions. Vous avez mon mail sous les yeux. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir prêté attention et je repasse la parole aux organisateurs. Merci professeur Drali pour votre intervention. C'était très enrichissant. On a découvert beaucoup de choses sur la vitamine D. Sans plus tarder, je donne la parole à Madame Ben Abdallah. Elle va présenter la solution McPharm, vitamine D. Zainab. Bonsoir, je suis La Fetri. Alors, je suis en train de partager justement la slide. Il faut que professeur Drali départage son écran. Absolument. Je cherche Merci beaucoup, professeur. Donc, mettre fin, arrêter, c'est ça? Donc, écran partagé, vous cliquez sur écran. Attendez. Juste, voilà. C'est bon? Non? Tu peux partager, Zainab. Non, ce n'est pas possible. Ah, donc arrêter, c'est ça? Oui. Ah, c'est bon. C'est bon? Très bien. C'est bon. Juste après l'intervention de Zainab, on va passer aux questions-réponses. Professeur, si vous permettez. Oui. OK. Donc, je vous remercie, professeur Drali, pour votre intervention et la richesse de ces enseignements. Donc, cette mise à jour nous a permis de revoir le rôle important de la vitamine D, surtout dans les infections respiratoires. Pour cela, je profite de cette occasion pour vous rappeler que les laboratoires McPharm mettent à votre disposition une large gamme de vitamine D, nommée Soline Vitamine D3, qui est composée de 4 références vitamine D d'origine animale sous forme de capsules. On a la Soline Vitamine D3 400, Soline Vitamine D3 800,
Soline vitamine D3 1000 et Soline vitamine D3 5000, qui vous offre un éventail de supplémentation très large selon la supplémentation, donc selon les besoins spécifiques de chaque patient. Sans plus tarder, professeur, et sans plus tarder, on va passer à la session questions-réponses. Très bien. Très bien. Merci, Zineb. Merci à vous. Très bien. Alors, si vous voulez bien, professeur Drali, donc on va voir les questions qui ont été posées. Vous avez la main, professeur, vous arrivez à voir? Donc, je commence. Oui, je suis en train de lire les questions. Très bien, très bien. Je pense qu'il y en a pour l'instant 5 questions. Traitement curatif et préventif de la femme enceinte en vitamine D. Alors, je pourrais en parler, oui. Donc, je peux en parler vis-à-vis du fœtus, vis-à-vis du nouveau-né, parce que je suis de formation pédiatre. Et donc, pour répondre en général, les recommandations de notre schéma national, Inch'Allah, vont changer prochainement. Il y a un groupe d'experts qui a travaillé dessus et on a proposé un nouveau schéma qui est en cours de validation. Nous avons parlé de la femme enceinte. Pourquoi? Parce que vous savez que le nouveau-né est tributaire du statut de sa maman. Et donc, si la maman est carencée, l'enfant ne va pas faire ses réserves. Et on sait, nous, les pédiatres, on sait très bien que les réserves en fer, en calcium, en vitamine D se font au 3e trimestre. Donc, si la maman est carencée, elle ne va pas donner à son nouveau-né et donc il ne va pas faire de réserve. Donc, toutes les sociétés savantes étrangères pédiatriques recommandent de supplémenter la femme enceinte au 7e mois, soit par des doses journalières pendant 1 mois, soit par une dose de charge. Il y a d'autres, je vous dirais plus, les Américains disent donner une dose de vitamine D avant la grossesse, c'est-à-dire quand il y a un projet de bébé, et donner au 7e mois pour que l'enfant puisse faire son stock au 9e mois ou 8e mois. Pour le traitement curatif de la femme enceinte elle-même proprement dite, il faut savoir que, comme toute médication, si la maman, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, elle a présenté peut-être des signes d'hypocalcémie, où son médecin a demandé de doser la vitamine D, on a trouvé que la maman est déficitaire en vitamine D. On évitera le 1er trimestre parce que c'est le trimestre de la formation, de la genèse des organes, et on pourra administrer à partir de la deuxième trimestre. Pour vous donner un schéma bien précis, je réponds, pour l'Algérie, il n'y a pas un schéma précis pour la femme enceinte. Pour les autres pays, chacun y va de la disponibilité de la vitamine D chez lui. Vous allez trouver que les Français utilisent toujours la dose de charge et la dose hebdomadaire. Vous avez les Anglais, les Américains, les Canadiens, ils sont plus pour les doses journalières. Voilà pour la première question. Très bien. Merci, professeur. Merci pour votre réponse. Nous avons une deuxième question. Alors, on recommande une dose de 50 000 unités 1 jour sur 4 pour tomber sur 100 000 par jour. Que pensez-vous? Je pense qu'on revient. Ouais. Oui, non, je comprends parce que le fait qu'il fut un moment, maintenant, elle est disponible à 50 000. Vous l'avez, vous, dans votre laboratoire, mais comme on en avait discuté, on a une multitude de catégories de patients. On va de la période pédiatrique, les nouveau-nés prématurés et le nouveau-né à terme, on ne peut pas les supplémenter avec la même forme.
Les patients qui ont des maladies chroniques hépatiques et rénales, ce n'est pas la même vitamine D. Les autres catégories, vous avez les doses journalières et vous avez les doses de charge. On ne peut pas, parce qu'en Algérie, on n'a pas cette richesse de toutes les doses journalières et de charge comme on le voudrait. Vous, c'est très bien, vous avez enrichi votre gamme, mais je comprends de cette question parce que les recommandations françaises chez l'enfant, ils ont lu qu'il faut utiliser par trimestre une ampoule de 100 000. Donc, ils vous disent, je vais prendre 2 de 50 000. Il y a ceux qui vont vous dire, je vais prendre 50 000 un jour sur 4 pour faire 100 000. Il y a ceux, par contre, qui vont dire, non, je prends la 200 000 et je prends la moitié. Je vous avouerai que c'est des schémas qui n'ont pas été étudiés comme ça. Est-ce que je peux prendre la moitié de 200 000? Est-ce que je peux faire ces recettes? Mais à défaut, je comprends le médecin qui est devant un patient, qui n'a pas le choix, qui a des signes cliniques, d'utiliser ce genre de schéma. Très bien. Très bien. Merci, professeur. Alors, une troisième question. Comment expliquer la fréquence des infections des voies respiratoires chez l'enfant qui a reçu systématiquement 2 doses de vitamine D, plus l'ensoleillement? Donc, en premier mois et le 12, ou faut-il changer le schéma? Je pense que vous avez déjà parlé du projet, du schéma. Ouais. Ouais. Le schéma algérien, il a fait son travail. On ne dit pas qu'il n'est pas bien. C'est grâce à ces doses de charge qui ont été administrées juste après l'indépendance qu'on a éradiqué pratiquement le rachitisme carentiel de nos consultations. Mais ce n'était pas le même schéma. Après l'indépendance, il faut savoir qu'un nourrisson sur 3 mourait de complications de rachitisme, c'est-à-dire hypovitaminose sévère. Et l'État algérien avait choisi pour la population à ce moment-là de donner des doses de charge pour protéger rapidement et efficacement nos enfants. Et c'est grâce à ce schéma, c'était une ampoule, 200 000 unités à 1 mois, à 6 mois, à 12 mois et à 18 mois. Quand on a éradiqué pratiquement à la fin des années 80 le rachitisme carentiel, nos aînés ont réduit ce schéma en gardant seulement la dose de 1 mois et de 6 mois, mais sans études scientifiques, sans doser la vitamine D chez les enfants. Ce n'est qu'à partir des années 2010 et supérieur à 2010 où il y a eu des gens qui ont dosé la vitamine D chez les adultes d'abord, et après nous, dans notre travail de thèse chez les enfants, et on avait prouvé que l'enfant algérien, malgré le schéma de supplémentation de 1 mois et de 6 mois, déjà à 9 mois, il présentait pour quelques-uns, dans un tiers des cas, un déficit en vitamine D. Et que ce taux augmentait jusqu'à plus de 60% chez ceux qui qui avaient l'âge de 24 mois. Et de là est partie la réflexion de remonter ces informations scientifiques au ministère et disant, voilà, nos enfants ont de l'hypovitaminose D et notre schéma est insuffisant. Revenez à l'ancien schéma, quitte à le modifier un peu avec d'autres présentations, en passant à la dose journalière qui est plus physiologique. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, docteur Fatnassi pose la question, donc transition faite pour la prévention. Est-ce qu'on peut supplémenter en vitamine D de façon préventive les enfants qui présentent des infections respiratoires récidivantes, qui sont dans la crèche où la contamination elle est présente? Alors, merci. Je vous remercie pour cette question parce que vous m'avez rappelé la deuxième partie de la question précédente que j'ai omis de répondre. Quand un enfant ou un adulte fait des infections à répétition, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est-à-dire, ce n'est pas dû à chaque fois à la vitamine D. L'hypovitaminose D est un diagnostic d'exclusion. Il faut rechercher d'autres choses plus graves
qui nécessitent une prise en charge plus urgente que l'hypovitaminose D. Je vais revenir à mon rôle de pédiatre. Quand on a un enfant qui va se présenter pour des infections respiratoires à répétition, il faut avoir à l'esprit de rechercher l'étiologie. Est-ce une cause locale ou une cause générale? Une cause générale les plus fréquentes, c'est l'anémie. On sait très bien que l'anémie, la carence en fer, fait le lit des infections. Un déficit immunitaire primitif peut se révéler par les infections respiratoires récidivantes. Une cause locale qu'on connaît très bien, l'hypertrophie des végétations adénoïdes, l'hypertrophie amygdalienne peut être à l'origine des infections respiratoires. L'allergie, parfois on ne fait pas la part des choses, on dit « Ah, l'enfant, il a des infections respiratoires », mais quand on reprend l'interrogatoire, on voit que c'est plus une symptomatologie d'allergie que d'infection. Donc, il faut s'attacher à faire bien l'interrogatoire et bien l'examen clinique. Et quand on a balayé tout ça, on va demander le statut de la vitamine D. Et s'il y a une carence ou un déficit ou une insuffisance, on va corriger. Et bien sûr, il ne suffit pas de dire qu'on est un pays ensoleillé pour dire c'est bon, on a synthétisé notre vitamine D. Non, nos habitudes ont changé. On ne s'expose plus au soleil, on se protège par des crèmes, on est tout le temps dans la voiture. Les enfants, c'est la crèche, c'est les supermarchés, c'est la maison, c'est la nourrice. Et quand ils jouent très tard ou très tôt. Alors que pour déclencher la synthèse de la vitamine D, il faut s'exposer au soleil minimum 15 minutes entre 10 heures et 16 heures. Voilà. Très bien, très bien. Merci, professeur. Alors, une autre question, si vous permettez. Alors, pourquoi pratiquement toutes les recommandations tendent vers les doses fragmentées, avec des prises quotidiennes? La question va dans le sens pourquoi on élimine de plus en plus les doses à forte charge. Pourquoi? Parce que la dose de charge, c'est comme l'insuline, c'est comme toute substance synthétisée de manière artificielle, elle ne mimera jamais la physiologie de la vitamine D dans l'organisme ou de l'insuline dans l'organisme. Donc, la dose de charge, c'était utilisé parce qu'on devait répondre à un problème de santé urgent, parce que notre population avait un certain niveau intellectuel et socio-économique qui ne pouvait pas se permettre des doses journalières. Il faut dire, on est entre médecins, on peut le dire. Moi, personnellement, il y a des parents, couples médecins qui s'adressent à ma consultation avec des enfants, leurs enfants qui ont une hypovitaminose D. Et quand on leur prescrit la vitamine D de manière journalière, ils me disent oui, on l'a fait pendant 1 mois, 2 mois, mais c'est très difficile d'avoir cette habitude de chaque matin donner de la vitamine D, on l'oublie. Donc, l'observance déjà dans une certaine catégorie qui est difficile à respecter, alors c'est comme ça que les sociétés savantes et que certains pays avaient utilisé ces doses de charge. C'était pour régler un problème urgent. Mais là, les choses ont changé et les doses quotidiennes, c'est elles qui offrent plus de mimétisme de la physiologie. Et la dose de charge, vous allez avoir des doses importantes de vitamine D pendant 4 à 7 jours. Après, vous allez avoir une dose minimale efficace. Et après 3 mois, ça va rejoindre le taux basal. Alors que la dose journalière, c'est une dose qui mime l'organisme. Pas trop peu, pas très. Donc, l'organisme, ce qu'il a besoin, il va le recevoir. Très bien, professeur. Alors, là, une autre question par rapport au sujet âgé. Est-ce qu'il faut supplémenter directement ou bien doser d'abord la vitamine D, professeur? Vous avez vu, on parlait tout à l'heure, je vous ai mis les recommandations de l'Académie américaine, mais qui parlaient spécifiquement des infections respiratoires et de l'infection Covid. Si on parle du sujet en général âgé,
Les recommandations sont claires. On dose la vitamine D chez les sujets qui ont des pathologies particulières. Pourquoi? Les pathologies rénales, hépatiques, digestives. Parce que, comme je l'ai expliqué, la synthèse de la vitamine D, l'hydroxylation passe par la voie hépatique, digestive et rénale. Et donc, on ne peut pas supplémenter à l'aveugle quelqu'un qui a ces pathologies. Il faut toujours avoir son statut et après supplémenter selon les schémas qui sont recommandés dans la littérature. Deuxième des choses, les sujets âgés, parfois, ils ont d'autres tares. Des anomalies de la conduction cardiaque, des anomalies neurologiques. Et là, il faut être prudent. Il y a certaines pathologies où on peut vous dire supplémenter systématiquement. Il y a d'autres qui vous disent non. Si vous me posez la question vis-à-vis de la pathologie musculo-squelettique, oui, on sait très bien que le sujet âgé à partir de certain âge, que ce soit l'andropause ou la ménopause, on a une fragilité osseuse qui va s'installer et on voit de plus en plus de rhumatologues traiter l'arthrose et traiter les rhumatismes avec des doses de charge de vitamine D. Et la plupart nous disent que ça donne mieux que… Alors, et il y a des équipes qui ont remplacé les biphosphonates qui ont des effets secondaires par de la vitamine D. Merci, professeur. Alors, une autre question, est-ce qu'il y a une place pour la voie parentérale en termes de supplémentation lors des hypovitaminoses D? Non. Non, il faut savoir que la meilleure voie d'absorption de la vitamine D, c'est la voie orale. Elle est disponible dans l'organisme, la vitamine est disponible dans l'organisme en 4 jours. Alors que pour la voie injectable en sous-cutanée, elle est disponible à partir de 10-15 jours. Elle est réservée pour certaines catégories de pathologies. Très bien, très bien. Alors, une autre question, peut-être l'avant-dernière. Il existe un problème dans la standardisation des dosages de la vitamine D en Algérie où personnellement, donc le monsieur qui cite, chaque fois les dosages indiquent un déficit. Est-ce qu'il y a des normes par rapport à ça, professeur Dari? Oui, oui, je remercie la personne qui a posé cette question. C'est une question pertinente et qui me permet de passer un message très, très important, à savoir que il faut savoir chez qui doser la vitamine D, c'est-à-dire dans quel laboratoire, et ce laboratoire, il dose quelle forme de vitamine D avec quelle technique. Je vais vous retracer brièvement l'histoire naturelle de la vitamine D en Algérie. La vitamine D ailleurs, à l'étranger, elle coûte 22 €. Et elle est remboursée que pour certaines catégories et à hauteur de 60%. Nous, en Algérie, son dosage, c'est une hormone. Donc, c'est un dosage qui était très, très cher. Quand on a commencé à doser la vitamine D en Algérie en 2010, les laboratoires la calculaient à 8000 dinars. Et elle s'est démocratisée parce qu'il y a de plus en plus de labos qui dosent la vitamine D. Et là, elle est aux alentours de 4000, 4500. Il y a ceux qui vont venir avec un dosage en me disant « Ah, je l'ai trouvé dans certains laboratoires à 2000, 2500 ». Il faut rester prudent. Pourquoi? Parce que la méthode de référence du dosage de la vitamine D dans le monde est la méthode, ce qu'on appelle ELFA. C'est l'électrochimie luminescence par chromatographie. Les grands CHU disposent, nous à Parnay, on a l'appareil, Mustapha Illan, Inaja Illan. La plupart des laboratoires privés, ils ont l'ancienne technique. Il y a les grands laboratoires, je ne citerai pas de nom, mais ils sont connus sur l'Algérois, qui ont la technique qu'on a au CHU.
Donc, il faut demander la technique qui est validée sur le plan international parce que les autres techniques, les autres appareils ne sont pas validés. Deuxièmement, il vous dose quel type de vitamine D? Il faut demander le dosage de la 25 OHD totale, entre parenthèses D2 plus D3. C'est vrai que D3 représente 80% de la vitamine D totale. Mais si vous ne dites pas dosez-moi la vitamine D totale, il y a ceux qui vont vous ramener un dosage de vitamine D3 seul. Il y a pire, il y a ceux qui ont dosé que la vitamine D2. Ils viennent avec un dosage en me disant professeur Drali, j'ai trouvé un laboratoire qui me l'a fait à 2000 dinars. Mais quand on voit le détail, ce n'est que la vitamine D2. Pour les normes, c'est vrai, sur le plan mondial, les normes sont plus, comment vous dire, sont plus standardisées pour l'adulte que pour l'enfant qui est toujours sujet à discussion, mais la plupart des experts tendent à adopter les mêmes valeurs que l'adulte. Retenez, il faut avoir un taux supérieur à 30 nanogrammes par millilitre pour pouvoir bénéficier des effets extrasquelettiques de la vitamine D. Pour avoir une bonne santé osseuse, un 20 nanogrammes par millilitre et au-delà suffit. Voilà. Merci, professeur. Je pense qu'on est arrivé en terme de ce webinaire. Ce fut une intervention très, très intéressante, très enrichissante, professeur. Je vous remercie encore une fois pour votre intervention. Je remercie tous les participants qui ont assisté, qui ont participé avec nous à ce webinaire organisé par les laboratoires Markfarm, en espérant vous rencontrer dans d'autres événements, pour d'autres sujets, d'autres thèmes. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. À très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à vous, merci aux participants et à très bientôt. Au revoir, professeur. Merci. Au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir.